Bienvenue dans le Pédago Flash. Alors j'accueille aujourd'hui Tierno pour, on va parler ensemble finalement de jeu, on va dire, et d'apprentissage de l'agilité. Donc voir un petit peu comment on développe ses compétences au travers du jeu. Alors Tierno, déjà si tu peux commencer par te présenter. Alors, bonjour Julien, et puis merci de l'invitation. Alors, je suis Tierno Tunkara, moi je suis enseignant-chercheur à Institut Mines Telecom Business School. Je suis dans l'école depuis 2004, ça fait un sacré bail. Et je suis dans le département TIM, Technologie, Information et Management, département qui a en charge les enseignements autour des systèmes d'information de façon générale. Et puis dans ce cadre-là, donc, je fais un certain nombre de cours, dont le management de projet IT. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, donc, dans le cadre de tes cours, finalement, tu as un cours sur l'agilité, si je comprends bien. Et aujourd'hui, tu souhaitais un petit peu nous donner ton témoignage sur une pratique assez originale, on va le voir, notamment avec l'usage du jeu. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu une histoire sur justement cette thématique de l'agilité ? Tout à fait. Alors, il y a un repère qui peut être structurant, c'est février 2001. Qui est le moment où on a 17, on va dire, praticiens du monde du développement logiciel qui vont publier un document qu'on appelle le manifeste agile. D'accord. C'est un document qui va formaliser les valeurs et les principes des approches agiles. Donc, c'est un dénominateur commun, en gros. Et puis, parmi ces experts, on va avoir des gens comme Kent Beck qui a développé l'approche agile Extreme Programming, Jeff Sutherland et Ken Schwaber qui vont co-créer l'approche agile Scrum, qui est l'approche la plus populaire dans les entreprises. Avec les sprints, etc. Avec les sprints, les itérations, les incrémentations. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les approches agiles ne sont pas nées à ce moment-là. Je veux dire, l'agilité, ça existait déjà. L'agilité quand même préexistait, était formalisé, on va dire, au travers de ce manifeste. Ce manifeste-là. Voilà, mais c'est pas le domaine informatique qui a, en gros, ça vient de l'industrie manufacturière et dans un contexte de crise en 91. Et là, le concept de l'agilité va vraiment émerger. Et puis, on va commencer à parler d'agilité stratégique, d'agilité opérationnelle, qui sont des concepts que connaissent bien mes collègues en management stratégique. D'accord. Parce que même je voyais par exemple, je ne sais pas si ça a un rapport, mais tu vois les méthodologies Kanban par exemple. Oui, tout à fait, qui sont Toyota à la base. Toyota, Kanban, avec et pour le coup, tout ce qui est le lean aussi, le lean manufacturing. Tout à fait, très industriel finalement, avec des méthodes où on prend une carte, on la déplace en fonction du statut d'achèvement de la tâche. Voilà, et en gros, c'est plutôt, on va dire, c'est ça c'est l'ancêtre en gros des approches agiles. Ça veut dire que l'esprit d'agilité était déjà présent bien avant. Mais en informatique, avec le fait qu'on peut dématérialiser l'information, ça a permis d'avoir encore plus de capacité de développer ce type d'approche. Voilà, et puis il y a un autre élément aussi qui a en tout cas accéléré l'adoption des approches agiles dans les entreprises, c'est l'avènement des projets digitaux. Ouais. Voilà, ça c'est un point important. Dans les années 2010, les projets digitaux arrivent et donc là, on va avoir une adoption qui va s'accélérer parce que derrière les projets digitaux, on va avoir beaucoup d'innovation, de créativité. Donc on a besoin de repenser les modes de management de projet pour introduire plus de flexibilité. Ouais. Et d'autant que le logiciel permet d'avoir des mises à jour des champs, enfin entre guillemets, ce qu'on ne peut pas faire dans des choses plus matérielles entre guillemets. Donc ça, c'est davantage on va dire en cohérence avec ce type d'approche, j'imagine aussi. Oui, mais c'est plutôt les itérations. Mais c'est plutôt le caractère plus innovant parce que, en fait, avant les approches agiles de management de projet, on a ce qu'on appelle les approches traditionnelles ou ce qu'on appelle les approches prédictives classiques, où on était plutôt, on va dire, dans des logiques très tayloriennes. C'est-à-dire que très spécialisées. On avait des équipes, donc si je prends l'informatique que je connais bien, des fonctionnels, des analystes, des développeurs, des architectes et des intégrateurs. Et chacun travaillait en silo. D'accord. Et on considérait aussi que le besoin était connu a priori, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on voulait. Il y avait un cahier des charges. Il y avait un cahier des charges. Alors que là, par exemple, je prends un exemple qui est très parlant, c'est l'IA. On parlait d'IA et d'IA générative. Il y a énormément de services qui se créent autour de l'IA et des IA génératives de façon plus générale. Et on voit que les besoins et les usages évoluent très vite. Donc, on ne peut plus être dans des logiques. Et on ne sait même pas bien ce qu'on cherche. Donc, c'est à se co-construire en marchant. Et donc là, on est dans un autre esprit. C'est-à-dire partir de l'idée que le besoin, il n'est pas connu
tout de suite et qu'on va le co-construire qu'il émerge au fil du temps, voilà, avec les utilisateurs, avec les clients, etc. Donc c'est un mindset en fait, les approches agiles, et donc ça a même une incidence, c'est-à-dire que même dans la façon de penser l'organisation de projet, on va rompre avec ces approches tayloriennes où on a des équipes en silo très organisées, mais où on va être sur des horizontales, quoi. Des équipes, voilà, on va avoir une organisation plus plane avec des équipes plus autonomes. Pour vraiment augmenter la dynamique collective en termes de créativité. Super intéressant. Voilà. Et du coup, justement, on souhaite développer ce type de compétences auprès de nos étudiants. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'est enseigné, on va dire de manière traditionnelle, cette matière d'agilité? Est-ce qu'il y a des méthodes, des approches pédagogiques déjà qui existent? Alors, c'est une très bonne question parce que, alors c'est pas évident, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'agilité dans les projets, à la base, c'est né de pratique. C'est né de pratique, c'est quelque chose de très empirique. Donc, il y a des référentiels qui sont en train de se développer, des standards, mais ça reste encore très lié à la pratique. Et donc, on va dire que ce sont les professionnels qui ont ce savoir-faire. D'accord. Donc là, il va se poser une question qui est assez importante. Comment on transfère des connaissances, des compétences qui sont de l'ordre de l'empirique à des étudiants lorsqu'il y a des référentiels, des standards, mais qui ne sont pas très exhaustifs, très poussés. Donc là, c'est un premier enjeu, c'est-à-dire au-delà des connaissances de base, c'est-à-dire le vocabulaire, les principes autour de l'agilité, mais l'aspect démarche, comment on transmet ça, sachant que ça vient du terrain. Ça, c'est un premier enjeu, ce qui n'est pas facile. Et nous, on est des académiques, on est des enseignants-chercheurs, voilà, on n'est pas forcément issus du monde de l'entreprise, mais là, on est une école IMTBS de l'intelligence digitale. Et maintenant, nous devons d'acculturer nos étudiants aux approches agiles de gestion de projet. Il faut qu'ils aient le mindset aussi bien des approches traditionnelles que des approches agiles pour pouvoir travailler avec des approches hybrides parce que c'est la réalité maintenant des entreprises. Donc ça, c'est un vrai challenge. Okay. Et l'autre objectif, c'est comment finalement on va aussi aider nos étudiants à prendre du recul par rapport à ces approches dans leur application parce que c'est très contextuel, qu'ils puissent décrypter en gros les limites de ces approches, mais aussi la place que ces approches agiles ont dans la transformation digitale, parce qu'elles jouent un rôle important dans la transformation digitale, dans le change management, et ça, c'est un élément important aussi. Donc la question, voilà, c'est la question que tu poses, Julien, c'est comment on fait pour le formaliser dans des projets, peut-être, j'imagine, dans des cours, dans des TP. Très bonne remarque. Alors, moi, je vais te dire, ma réponse, elle va être, c'est un ensemble de tout ça. C'est-à-dire, pour pouvoir bien faire passer ces compétences-là, il faut en fait une complémentarité entre du cours traditionnel, des projets, et je rajouterai un autre élément, ce que j'appelle des jeux. Et je vais parler là de Serious Game ou Serious Gaming. On va y arriver effectivement. Voilà. Et juste pour terminer là-dessus, parce qu'en fait, quand on regarde un peu, parce que bon, moi, je suis en académique, quand on regarde un peu la littérature, en fait, la littérature, on voit que dans les expériences de beaucoup d'universités, ils vont partir autour de l'enseignement de l'agilité sur deux types d'expériences d'apprentissage. C'est l'apprentissage par les projets ou l'apprentissage par le jeu. En complément du tour traditionnel. Et en fait, l'apprentissage par le projet et par le jeu, ce qu'on appelle comme des apprentissages expérientiels. Très bien. Basés sur l'expérience. Et justement, on peut faire le point évident maintenant qu'on fait justement, c'est que tu as donc créé ou travaillé avec, tu vas nous expliquer, le jeu qui s'appelle Mind Scrum, et donc dont le but est justement d'enseigner l'approche Scrum, qui est une catégorie de la méthode agile, j'imagine. Voilà, en fait, Scrum, c'est une des approches agiles parmi tant d'autres. C'est ça. Voilà, il y a Scrum, il y a Extreme Programming, il y a Kanban, voilà, il y a Kanban, donc il y a plein d'autres approches agiles. Mais nous, à l'école, à MTBS, on a fait le choix d'utiliser, en tout cas d'enseigner l'approche Scrum parce que c'est l'approche la plus populaire dans les entreprises. Et donc, nous, on propose à nos étudiants des cours qui sont au plus proches du terrain, du réel, en gros. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, moi j'ai fait le choix, en complément du cours traditionnel, d'aller vers du serious game, donc du jeu sérieux. Donc dans le serious game, il y a jeu, mais sérieux, pour dire que c'est pas que du ludique, tout à fait. Pour justement ancrer ces compétences-là qui sont des compétences très pratiques, très professionnelles, et que ça fasse émerger. Donc, et dans ce cadre-là, en gros, j'ai conçu un jeu qui s'appelle Mind Scrum. Alors Mind Scrum, c'est la contraction entre Mind Storms, qui est un jeu de Lego
connue. D'accord. Et Scrum, qui est l'approche qui est enseignée dans le cadre de ce cours-là. Et donc, j'ai fait la contraction, ça fait Mind Scrum. Alors, Mind Scrum, c'est un jeu qui se joue en équipe de 5 étudiants. Et c'est des étudiants qui vont jouer le rôle d'équipe de développement, c'est-à-dire d'équipe qui va réaliser le produit. Et à côté de ces étudiants, il y a le prof qui va avoir 2 casquettes. Casquette du client, du représentant du client, ce qu'on appelle le product owner. Voilà, c'est un des rôles de l'approche Scrum. Et puis la casquette d'un facilitateur, quelqu'un qui va aider à comprendre la démarche, à la mettre en œuvre, ce qu'on appelle le Scrum Master. Et donc, en fait, le prof, il va jouer le rôle d'acteur frontière pour aider à transférer les connaissances de l'univers du jeu vers l'univers du cours. C'est ça le but. Donc, c'est ça le but. Et donc, alors, le principe du jeu, c'est que les étudiants, ils doivent construire un prototype d'une voiture de course, une carte. Pour une entreprise fictive, on leur fournit un circuit, un vrai circuit, et ils doivent, avec cette carte qu'ils auront construit, avec alors c'est des jeux de Lego, mais avec des briques programmables, c'est-à-dire que voilà, derrière, ils peuvent programmer, voilà, il y a des moteurs qui sont embarqués, des capteurs qui sont embarqués pour des capteurs, par exemple, comment on appelle ça, tactile, quand ça touche un objet, qu'ils puissent faire une action. Voilà, plusieurs types de capteurs. Et donc, l'idée, c'est qu'ils construisent une carte avec une voiture, un prototype, avec des spécifications que le client va donner, le product owner, et qu'ils fassent un tour complet du circuit en évitant les obstacles. Et l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui sera allée le plus vite et qui aura réussi à éviter les obstacles. Et donc là, c'est un jeu où il y a une dimension aussi, on va dire, logicielle, parce qu'il faut qu'ils fassent de la programmation, il faut qu'ils montent aussi, voilà, à un moment où ils doivent construire, ils doivent travailler en groupe, ils doivent tenir compte des spécifications du client, etc. Et donc, à travers tous ces objectifs-là, on va dérouler l'approche Scrum. Ils vont le faire en mode itératif. C'est en plusieurs jours, du coup? Alors, c'est ça l'intérêt du jeu. C'est que, alors, premier intérêt, c'est que c'est un jeu, c'est ce que je vais appeler le principe d'apprentissage situé. C'est un jeu avec une dimension informatique, parce que les étudiants que nous formons, c'est des étudiants, en tout cas, dans le cadre des enseignements portés par Team, qui sont spécialisés en système d'information. Donc, d'où le choix de faire un jeu qui a cette dimension un peu programmation, etc. Parce que ça, c'est prouvé dans les études que lorsqu'on fait un jeu qui est proche du domaine des apprenants, l'apprentissage est plus effectif. Premier élément. Et deuxième élément, en fait, il y a la dimension jeu, ludique. Donc, ça développe les aspects collaboration. Soft skills, entre guillemets. Soft skills, entre guillemets, etc. Et troisième élément, étant donné qu'ils doivent mettre en œuvre la démarche, à des moments donnés, il y a le cours qui est là, il y a des choses qu'ils n'auront pas comprises. Et là, le prof, avec sa casquette de Product Owner et de Scrum Master, va venir corriger les mauvaises interprétations, aider à comprendre les pratiques et leur faire passer les frontières pour leur dire, voilà, là, c'est pas la bonne méthodologie, vous devez vous réunir, faire un état des lieux. C'est ça, exactement. Ou leur dire, faire l'itération. Ouais, faire l'itération, ou bien même, à un moment donné, réfléchir un peu sur en tout cas, le besoin exprimé par le product owner, le rendre plus détaillé pour, voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont pas très claires. Savoir prioriser aussi. D'accord. Les besoins, voilà. Parce que le cours, en fait, il fait combien d'heures Alors, c'était ça ta question. Alors, ça, c'était un quatrième intérêt, c'est-à-dire, est-ce qu'il dure sur plusieurs jours? L'intérêt du Serious Game, c'est que c'est un Serious Game que tu peux faire dans un temps raisonnable. Parce qu'on n'a pas plusieurs jours. D'accord. Donc, nous, les Serious Games, on le joue sur 3 heures de temps. En 3 heures, ils sont capables de dérouler. C'est ça l'intérêt aussi du Serious Game. C'est pas un Serious Game qui vont dire, parce qu'au début on peut avoir peur et dire ça va prendre plusieurs jours et pédagogiquement c'est compliqué. Et là c'est un Serious Game qui a été pensé pour tenir sur 3 heures, mais très intense. Et c'est intense comme la réalité des projets lorsqu'on est en approche agile. C'est des projets qui sont très intenses où on fonctionne par cycle itératif de 2 à 4 semaines. Ça veut dire qu'ils travaillent. Parce que j'imagine qu'il y a une phase aussi où les groupes montrent ce qu'ils ont fait, peut-être. Exactement. Alors, dans l'approche Scrum, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous produisez votre livrable. Donc, il y a un événement, ou ce qu'on appelle la sprint review, où vous devez venir pitcher devant le client, en tout cas le représentant du client, et puis des utilisateurs, ce que vous avez produit. Parce qu'en fait, les approches agiles sont des approches où on fait du test and learn. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre du feedback le maximum à chaque livraison. C'est pourquoi c'est des cycles très courts, pour apprendre très vite de ce qu'on a produit des utilisateurs, du client, et améliorer très
très vite. Donc, c'est des approches qui amènent beaucoup de qualité. Et donc, ils doivent pitcher. Donc, ils ont des cycles de 45 minutes où ils travaillent, ils livrent et ils pitchent devant tout le monde. Et du coup, il y a combien de groupes? Alors, on a des promos souvent entre 25 et 30 étudiants. Donc, on va avoir 6 équipes. Donc, ça veut dire... Tu es tout seul, du coup, quand tu fais ça? Je suis tout seul. Effectivement, c'est très intense quand tu le fais en tant que prof. Et c'est vrai qu'idéalement, il aurait été intéressant d'avoir 2 autres Parce collègues. Que s'ils ont tous fini 45 minutes, tu es obligé de séquencer, on va dire, de dire, bah voilà, vous, ce sera de telle heure à telle heure, vous, etc. Non. En fait, tout le monde, ils sont dans la salle. Ils sont répartis dans la salle. Et on donne le kick-off. On démarre tous en même temps. D'accord. Le projet. Et moi, je passe, etc. Ils travaillent. Et puis, au moment dans les 45 minutes s'écoulent, on s'arrête et on vient au milieu de la pièce devant le circuit. Avec tout le monde, quoi. D'accord. Avec tout le monde. Et chaque équipe vient montrer ce qu'il a produit. Ça marche. Et le pose sur le circuit, fait une démo, ce qu'on appelle une démo. Et puis, derrière, pitch. Donc, ils avancent tous en quelque sorte en voyant ce qu'ont fait les autres, etc. Et ça, c'est aussi en termes d'apprentissage, c'est pas mal. Bah, top. Et justement, par rapport à cette notion d'apprentissage, comment est-ce que tu t'assures finalement qu'ils ont bien développé les compétences qu'on a visées au travers de ce jeu? Est-ce qu'il y a une évaluation? Est-ce qu'ils évaluent eux-mêmes également l'enseignement pour savoir s'ils pensent avoir progressé? Ouais, bonne question. Alors là, je vais te répondre en 2 temps. Bien sûr. Alors, là, c'est vrai que c'est une vraie question parce que ce qu'on reproche des fois à certains jeux dits sérieux, c'est le fait que ce soit que ludique et qu'on n'est pas sûr qu'à la fin, l'apprentissage est effectif. Ils ont passé un bon moment, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont appris? Alors, là, j'ai fait un travail plutôt de recherche. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, je suis allé, puisqu'on est chercheur aussi, essayer de me poser cette question, mais d'un point de vue académique, de la recherche. Qu'est-ce qui existe comme cadre théorique qui peut m'aider à m'assurer que quand je pense mon jeu, quand je le construis au départ, pas à la fin, que je le construis de telle sorte que les objectifs d'apprentissage sont atteints. Et là, en fait, à ce moment-là où je faisais ce travail, c'était en 2018. Il y a 2 concepts sur lesquels je tombe qui sont hyper intéressants. C'est le concept de transfert des connaissances aux frontières, knowledge transfer across boundaries, qui a été développé, popularisé par un chercheur américain qui s'appelle Paul Carlile, et qui dit finalement, quand on doit transférer des connaissances entre 2 univers, et là dans notre cas, c'est l'univers du jeu et l'univers du cours, ils font passer à 3 types de frontières. Alors, je rentre un peu très synthétique. Ce qu'on appelle la frontière syntaxique, c'est-à-dire, c'est dans cette frontière-là, les connaissances que l'on fait passer, c'est tout ce qui est de l'ordre plutôt de ce qui est formalisé dans le cours, classiquement. C'est-à-dire les principes de l'approche Scrum. Quels sont les grands principes? Quel est le vocabulaire qu'on utilise? Le Scrum Master, les rôles, par exemple, Scrum Master, Product Owner, Dev Team. Et puis les autres concepts, c'est quoi un Product Backlog, etc. C'est quoi un Burn Down Chart, des choses comme ça. Je vais rentrer dans le détail. Donc ça, c'est des choses qui sont formalisées dans le cours, etc. Et ça, c'est cette frontière syntaxique avec laquelle on va transférer de l'univers du jeu ou du cours vers le jeu. Très bien. Parce qu'on a fait le cours en amont. C'est pourquoi je dis que c'était complémentaire avec le jeu. Et ils vont l'utiliser dans le jeu. Et puis, il y a une autre frontière qu'on appelle la frontière sémantique. C'est-à-dire, une fois que moi, en tant qu'étudiant, j'ai compris à peu près ce que le prof m'a raconté pendant 3 heures dans un cours, mais lorsque je veux mettre en œuvre, là, je vais interpréter certains concepts, ce n'était pas très clair. Et le fait qu'ils travaillent en équipe, qu'ils interagissent, il y a une interaction sociale, ils vont construire des significations partagées. Ils vont comprendre mieux et ils vont mieux interpréter ces concepts et mieux interpréter ces démarches parce qu'ils le font dans le cadre d'un jeu. Et là, ils sont obligés de mobiliser la démarche. Donc, ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on va le faire, etc. Et c'est là où aussi le prof va venir jouer le rôle de ce qu'on appelle un knowledge broker, un acteur frontière. Et il va venir corriger les erreurs d'interprétation pour leur aider à construire le bon sens. Donc ça, c'est la frontière sémantique. Et tu as une troisième frontière qu'on appelle la frontière pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils vont en train de jouer, ils vont se heurter à des problèmes. Et il faut résoudre ces problèmes-là et il faut prendre des décisions. Et là, finalement, ce qui va se passer, c'est que des choses qu'ils ont apprises, c'est-à-dire des principes, etc., qu'ils ont compris, ils ne vont pas pouvoir les appliquer telles quelles. C'est comme dans les entreprises, tu es obligé de déformer le cadre, de transformer, de négocier. Et là,
Tu vas créer à l'épreuve du réel. Et tu vas créer de nouvelles connaissances qui sont des connaissances qui sont plutôt tacites, contextuelles, etc. Et donc, quand tu dois concevoir le jeu, un jeu sérieux, tu dois passer systématiquement à ces 3 frontières et se dire pour chaque frontière, quels sont les objectifs d'apprentissage en termes de connaissances et de compétences. Quelles sont les connaissances qui se rapprochent à la frontière syntaxique? Quelles sont celles qui se rapprochent à la frontière sémantique et à la frontière pragmatique? Très bien. Donc là, c'est hyper clair, c'est-à-dire dès le départ, tu structures ton jeu. Et puis, il y a un deuxième concept aussi qui est hyper important sur lequel je me suis appuyé, c'est le concept d'objet frontière. L'objet frontière, c'est un concept qui a été développé par une chercheure, c'est une sociologue des sciences et techniques qui s'appelle Susan Leystar, et qui dit qu'en fait, entre 2 univers, on a des objets frontières. C'est-à-dire, un objet frontière, c'est un objet qui appartient aux 2 univers. Qui fait la médiation. Voilà, c'est un objet médiateur, c'est une médiation. Mais en fait, les 2 univers vont en avoir une représentation commune. Ils vont avoir des propriétés communes qu'ils vont partager. Mais après, il y a avoir des usages qui peuvent être différents d'un univers comme l'autre et des représentations sur certains aspects qui sont différentes. Et donc, c'est un excellent outil quand tu as un objet frontière pour passer des connaissances d'un univers vers l'autre. Et donc, par exemple, je prends un exemple pour être moins abstrait. En informatique, il y a ce qu'on appelle le langage UML. Ça te dit quelque chose pour modéliser. Un informaticien pur et dur, il va l'utiliser pour faire de la modélisation très technique, pour aller vers le code après derrière. Un fonctionnel, comme nos étudiants en forment, ils vont plutôt l'utiliser pour représenter les besoins fonctionnels. D'accord. Ils connaissent comment fonctionne le langage, quels sont les modèles, mais ils n'en ont pas le même usage. Voilà, et ils ne vont pas aller au même niveau de détail et ils ne l'utilisent pas de la même façon. Donc UML va être un objet frontière, au final, entre ces 2 univers qui sont ceux des fonctionnels et ceux des informaticiens. Et c'est un excellent objet de médiation pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils se comprennent, les fonctionnels. Donc là, c'est pareil. Donc moi, le jeu, je l'ai pensé comme ça. Donc à chaque frontière, tout à l'heure, les frontières dont j'ai parlé, je me suis dit quel objet frontière je peux construire ou sur lesquels je peux m'appuyer pour faire passer les connaissances. Et du coup, voilà, là, je vais utiliser tout ce qui est, comment on appelle ça, ce qu'on appelle la Scrum Board ou la Sprint Board, qui est un tableau pour piloter l'avancement d'un projet agile, donc qui est un artefact que donc ils vont devoir construire en séance terrain. Donc ça, c'est un objet frontière. Ils vont l'utiliser pour mettre les besoins, pour montrer leur avancement, pour voir les difficultés, pour prioriser. Ça, c'est un objet frontière. Et donc, en situation réelle, ils se retrouveront devant ce même artefact. Exactement. Ils auront déjà quelques connaissances là-dessus, quelques connaissances. Même si effectivement, après, ce sera de manière empirique, ils vont développer leurs compétences professionnelles. Tout à fait. Ça leur donne déjà un avant-goût. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ta question, donc du coup, c'est comme ça que je m'assure en amont que les objectifs d'apprentissage que je me fixe en termes de connaissances et de compétences vont être en partie atteints parce que c'est guidé par toute une démarche, par tout un cadre autour de ces 2 concepts que sont le transfert des connaissances aux frontières de Paul Carlyle et les objets frontières de Susan Leystar. Et puis en aval, je fais une évaluation. D'accord. Voilà, donc je fais tout le cycle. Et finalement, c'est une approche qu'on pourrait utiliser n'importe quel serious game qu'on veut concevoir. C'est-à-dire, on l'a pensé comme ça dès le départ. Et je fais une évaluation qui est individuelle ou du coup qui est en fonction de ce qu'ils ont réalisé? Alors, dans l'évaluation, en fait, on va à 2 niveaux d'évaluation. Alors, un premier niveau d'évaluation qui est à chaud, juste à la fin du jeu, pour prendre le feedback. D'accord, donc c'est eux qui vont donner leur avis. Leur avis à chaud, etc. Voilà, là, débriefer ce qu'ils ont compris, etc. D'accord. Et puis une évaluation à froid où c'est un questionnaire qu'il est envoyé, où on a 3 axes. Le premier axe, c'est la motivation. Est-ce que le jeu est attractif, etc. Donc il y a plusieurs critères. En fait, c'est un cadre d'évaluation très normé qui existe dans la littérature pour donc ce genre de jeu. L'expérience utilisateur. Est-ce que c'était assez immersif, etc. Et puis, l'effectivité de l'apprentissage. Est-ce qu'ils ont vraiment appris? Avec, pour chaque axe, un certain nombre de critères qu'ils doivent évaluer. Très bien. Et donc, cette évaluation, je l'ai faite à l'époque quand j'ai lancé en tout cas, j'ai conçu le Serious Game avec à peu près une centaine d'étudiants. Je l'ai fait sur 3 spécialisations. Et du coup, les résultats que tu obtenais, ils étaient plutôt satisfaisants en termes d'expérience? Ils étaient plutôt satisfaisants. Ils étaient vraiment très satisfaisants et franchement, le jeu les a engagés et franchement, ils comprenaient le jeu. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que quand ils ont fait le jeu, ils ont fait le cours, ils ont fait le jeu, ils ont appris un projet où ils prennent de la hauteur. Et là, j'ai vu la différence entre la qualité de ce qui ressortait des projets par rapport à 2 ans avant, quand je faisais le cours sur un mode
très traditionnel. Donc c'est gratifiant aussi pour toi de te dire qu'il y a une efficacité. Parce que là, quand je parlais d'évaluation, donc là, effectivement, j'ai bien compris qu'ils évaluent eux-mêmes l'activité à laquelle ils ont participé. Qui te donne un feedback à toi, et c'est plutôt de l'évaluation de l'enseignement si on veut. Mais est-ce que je voulais justement savoir, et là tu as en partie répondu, est-ce qu'ils sont évalués en termes de compétences, c'est-à-dire je sais pas via une évaluation classique? Est-ce que eux, les étudiants sont évalués pendant le Serious Game ou après le Serious Game? Alors non, en fait pendant le Serious Game, l'idée c'est de ne pas être dans une logique d'évaluation. Là c'est vraiment, en fait ce qu'on regarde c'est l'engagement des groupes, et puis voilà, on les évalue pas du tout pendant le Serious Game. Mais en revanche, puisque après, comme je dis, le Serious Game, il est complémentaire au projet des autres approches. Il y a le cours classique, il y a le Serious Game et il y a le projet. Très bien. Et donc voilà, et le projet, quand le projet arrive, en fait, il est nourri par ce travail qui a été fait en amont. Super intéressant. Voilà. En tout cas, merci pour ce témoignage. Juste pour terminer, c'est un projet où tu avais eu peut-être un financement, où il y a des acteurs qui ont travaillé avec toi pour la conception peut-être? Oui, en fait, j'ai oublié cet aspect-là qui est important. En fait, c'est un projet qui avait été financé par le CFA, le Centre de formation des apprentis d'Evry, celui d'Evry, donc, parce qu'il a été fait dans le cadre de l'apprentissage. Effectivement. Et donc, il m'a permis non seulement de pouvoir acheter le matériel quand même, ce qui coûte quand même assez cher, parce qu'il y a 5 équipes, il faut du matériel, et qui m'a permis aussi en termes de pouvoir aussi bénéficier de l'expertise de coachs agiles dans l'entreprise qui sont venus et qui ont participé en tant qu'experts à l'élaboration du Serious Game, en donnant leur avis par rapport à l'approche. Et aujourd'hui, tu es complètement autonome, on va dire, sur ce cours, dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir d'autres personnes. Non, je suis complètement autonome. Ça, mais lors de l'élaboration, j'avais besoin de profiter, d'avoir cette expertise-là. Quand même, c'est des coachs agiles, c'est leur vie de tous les jours. Quotidien. Et puis, en même temps, on avait embarqué aussi des étudiants qui ont justement aussi servi de pilote. Et voilà, toujours pour répondre à la question. Donc du coup, merci au CFA. Complètement. C'est vrai. Puis à IMTBS aussi, effectivement, qui avait supporté ce projet. Écoute, génial. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure du coup ce retour d'expérience? Si je dois faire en tout cas une conclusion, c'est plutôt en tout cas souligner l'importance d'avoir des espaces pédagogiques dans lesquels les collègues peuvent expérimenter. Je pense que c'est important, cette notion d'espace pédagogique pour l'expérimentation, et ne pas avoir peur, parce que on n'est pas garanti, le succès n'est pas garanti. On expérimente, ça marche pas, mais cet espace-là, en tout cas, liberté pédagogique. Pédagogique, et puis qui dit espace dit liberté pour elle, mais aussi des moyens, et puis donc un support. C'est vrai que du coup ça t'a pris, j'imagine, du temps, toi, que t'as pas alloué à la recherche ou à d'autres domaines. C'est vrai que c'est un investissement. C'est un investissement, voilà. Que finalement, si, d'après ce que tu nous dis, en tout cas, ça fonctionne bien, donc c'est-à-dire que tu le rejoues chaque année. Oui, chaque année, c'est-à-dire un cours d'agilité. En quelque sorte, cet investissement. Et puis même par rapport à la recherche, il n'est pas vrai que c'est des choses à déconnecter, parce que tout à l'heure, dans ce que j'expliquais, c'est-à-dire que ce travail pédagogique, qui au début était orienté, mu par un but pédagogique, finalement, il a été alimenté par le travail de recherche. Très bien. Et derrière, j'ai fait une publication, bien sûr. Génial. Académique. On peut articuler toujours. La boucle est bouclée, quoi. C'est vraiment à la fois l'aspect pédagogique, recherche, innovation. C'est top. C'est ça. Merci en tout cas, Tierno, pour ce témoignage. Merci beaucoup, Julien. Et puis, voilà, tous les enseignants d'IMTBS ou autres qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Tierno si vous voulez avoir des infos sur cette grande thématique aussi des Serious Games, qui est quand même relativement à la mode. On en parle encore beaucoup. Avec plaisir. À bientôt tout le monde pour un prochain Pédago Flash, et encore merci Tierno pour cette intervention. Merci à toi, Julien.